Au père, pendant 2 ans, le père m'a avoué la vérité sur la mort de sa première femme. Je l'entends encore, cette phrase-là, comme si elle avait été posée sur la table entre nous, lourde et froide. Je suis resté là, les mains sur le rebord de l'évier, l'eau tiède coulant sans que je la voie, et j'ai écouté Derek parler comme on souffle un secret qu'on n'ose plus garder. Il parlait bas, comme pour ne pas réveiller les murs. Sa voix n'avait plus ce vernis poli qu'il réservait aux invités. C'était la voix d'un homme qui venait de déposer une somme trop lourde pour lui. Je m'appelle Naomi. J'avais 26 ans quand j'ai franchi la porte de cette maison pour la première fois, valise à la main, un CV rougi par des heures à chercher la bonne famille. On m'avait promis une chambre, des enfants à aimer, des horaires clairs et la possibilité, pourquoi pas, d'apprendre un peu sur la vie bourgeoise d'ici, de me faire une place à l'abri du tumulte. Au père, c'était censé être temporaire, un pont vers autre chose. 2 ans plus tard, ce pont ressemblait à un labyrinthe. Avant d'aller plus loin, je dois être clair. Ce que je raconte contient des éléments reconstitués et des passages adaptés pour protéger des identités et rendre la chronologie lisible. Adaptation, licence narrative. Tout ce que j'affirme ici vient de ce que j'ai vécu, entendu, trouvé. Quand je rapporte une confession, il s'agit d'un aveu qui m'a été fait en privé et que je relate. Je n'affirme pas de condamnation judiciaire. Je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai dû choisir de faire après l'avoir entendu. Dès les premiers jours, la maison m'a semblé parfaite, du genre de perfection qu'on met en vitrine. Le jardin impeccablement entretenu, la musique basse le soir, des photos souriantes encadrées sur la cheminée, Derek élégante et mesurée. Claire, la première femme, souriante sur une photo prise au bord de la mer, et leurs 2 enfants, Lena et Marcus, qui jouaient comme si le monde n'avait aucune réponse aux questions. Derek me recevait avec des phrases polies, un café serré, et ce regard qui évaluait à peine ma façon de plier les serviettes. On m'avait présenté la version publique. Claire était morte 5 ans plus tôt, d'une maladie fulgurante, disait-on, un drame qui avait soudé la famille autour de Derek. C'était la logique d'un veuf digne et d'enfant courageux. La communauté l'avait enveloppé d'un respect tacite, comme on protège une statue qu'on ne veut pas voir fissurée. Derek portait impeccablement la douleur qu'on attendait d'un père. Il allait aux réunions scolaires, signa des chèques pour la bonne cause, parlait parfois de Claire au passé, avec la distance qu'on réserve aux saints. En privé, tout était différent, et j'ai pris mon temps pour le comprendre. Les indices étaient minuscules au début, un silence trop long quand on évoquait Claire, une photo recadrée, une phrase qui se contredisait avec une autre. On ne me les montrait pas comme à une confidente, je les attrapais comme on attrape des miettes sur une table. Et puis, peu à peu, la table elle-même s'est mise à trembler. Le premier flashback que je revois, c'est le mercredi de la 3e semaine. Marcus avait de la fièvre. Derek m'avait appelé à la voiture en panique et sur le trottoir, en me remettant le petit, il m'a dit, sans regarder la rue, « On va rester à la maison. C'est juste comme ça que je gère les choses depuis Claire. » Il a glissé cette phrase comme si elle était normale, et je n'ai pas su quoi répondre. Qu'est-ce que « gérer comme ça » signifiait pour lui? Je l'ai cru, parce que croire donne moins mal que se poser des questions. Je croyais que j'étais entré dans une maison où le passé tenait sa place, mais n'intervenait pas. Le doute, pourtant, a commencé à ronger les bords de cette confiance, non pas parce qu'un événement spectaculaire s'est produit, mais parce que les petites contradictions se sont alignées, comme les pièces d'un puzzle que l'on assemble sans y penser. Un rendez-vous médical pris au nom de Claire qui figurait dans un dossier mais sans précision du motif, une note griffonnée sur l'agenda indiquant « modifier la version », une conversation à demi-mot entre Derek et Jennifer, la nouvelle compagne, qui se terminait toujours en éclats de rire forcés quand je m'approchais. Jennifer est arrivée 1 an après que j'ai commencé. Elle est la femme que Derek a présentée comme celle qui nous aide à avancer. Jennifer a un sourire facile, des mains vives, la capacité de remplir une pièce sans la dominer. Avec elle, la maison a retrouvé une chaleur calculée. De nouvelles nappes, des brunchs de dimanche où l'on célébrait la famille recomposée, des cadeaux pour les anniversaires et toujours, quelque part, une petite correction du récit familial. À table, Derek racontait une anecdote. Jennifer l'avalait comme un bonbon et la remâchait dans une version adoucie. Claire était si forte, si courageuse, si incomprise.
Mais comment être incompris si l'on est mort d'une maladie reconnue? Ces attentions me semblaient parfois plus performatives qu'affectueuses. Il y a eu la baby shower. Ce qui devait être une fête de joie innocente s'est transformé en théâtre. J'étais censé aider, préparer la décoration, m'occuper des enfants pendant que Derek et Jennifer accueillaient les invités. Au lieu de cela, on m'a placé au centre d'une mise en scène, pas comme narratrice, mais comme élément du décor, un témoin que l'on pourrait diriger. On m'a demandé de lire un texte sur la force des veuves et veufs, en hommage à Claire. J'ai refusé. J'avais l'impression que l'on voulait me faire porter ce qui n'était pas à moi, une douleur fabriquée, un consentement à l'illusion. Ce soir-là, à la table, j'ai regardé les visages des voisins, des collègues, des amis de la famille. Ils applaudissaient, certains avec les yeux humides, d'autres en souriant poliment. Personne ne se rendait compte qu'ils applaudissaient une histoire peut-être retouchée. Je me suis sentie empêcheuse de parler, mais je ne savais pas encore pourquoi. Ce qui a exacerbé ma confusion, c'est qu'après la fête, Derek est venu me voir dans la cuisine et m'a dit, tout bas, en posant la main sur mon épaule, « Tu comprends pourquoi on ne doit pas tout dévoiler. Certaines morts ont besoin de silence pour être respectées. » Sa phrase contenait un ordre déguisé en conseil, et dans ce ton, je devinais la stratégie, contrôler la narration pour protéger la réputation, pour protéger quelque chose. Les mois qui ont suivi ont été un jeu d'ombre. Parfois, Derek était l'homme que tout le monde croyait, patient, présent, attentionné. D'autres fois, il se noyait dans ses contradictions. Une phrase qui effaçait la suivante, un sourire qui durait jusqu'à ce que la porte se ferme. J'ai commencé à noter, pour moi, sans intention immédiate de prouver quoi que ce soit, dates, conversations, petites choses qui semblaient hors de la logique officielle. J'ai enregistré des bribes de discussion quand je pouvais, j'ai photocopié des pages d'agenda qu'on laissait traîner. Rien d'illégal là-dedans, juste la précaution d'une personne qui sentait que la vérité ne survivrait peut-être pas au jour. Le vrai tournant est survenu pendant un de ces hivers où la lumière décide de s'absenter tôt. Léna, la plus jeune, avait trouvé un carton caché dans le grenier, un carton plein de lettres et de brochures médicales. Elle l'a montré comme on montre un trésor, les doigts collés au papier, le sourire intact d'un enfant qui ne sait pas encore que des documents peuvent brûler. Parmi ces feuilles, il y avait une note, écrite de la main de Derek, ou du moins de la main de quelqu'un qui se trouvait souvent près de son stylo, qui disait « Avis de modification, dossier clair ». J'ai essayé d'expliquer à Léna pourquoi elle ne devait pas toucher à tout ça, mais elle avait déjà glissé une lettre sous son pull, la serrant contre sa poitrine comme un secret d'enfance. Quand Derek est monté, j'ai vu ses épaules qui se raidissaient. Il est descendu, a pris la lettre, l'a lue rapidement, puis il a fait exactement ce que j'attendais et ce que je ne voulais pas qu'il fasse, il l'a refermée en public comme si elle n'existait pas. Il a souri, a dit « Merci Léna » et l'a mise dans une enveloppe qu'il a apportée au feu. Tout en regardant les flammes, j'ai vu s'envoler une partie de l'histoire. J'ai compris que si quelqu'un voulait vraiment effacer des mots, cette maison savait comment procéder. À ce moment-là, j'ai commencé à douter de ma place. Pourquoi étais-je la seule qui ramassait ces indices ? Peut-être parce que j'étais jeune, peut-être parce que j'étais la nouvelle, peut-être aussi parce que les enfants, dans leur innocence, me faisaient confiance. Ils me demandaient des histoires, des réponses, et je leur donnais des explications simples. Mais la vérité, je finirai par apprendre, n'est jamais simple. Puis il y a eu la visite du docteur Martinez. C'était une simple consultation pour Léna, un spécialiste de l'enfance recommandé par une amie. Je me souviens de l'attente dans la salle, de la façon dont les magazines semblaient dater d'une autre décennie. Dr Martinez est entrée, franche et minutieuse, comme une personne qui voit des trous dans les récits des autres et sent l'obligation de les remplir. Elle parlait aux enfants avec douceur et aux adultes avec la précision d'un instrument. Après l'examen, elle a voulu parler à Derek en privé. J'ai entendu des mots passer, mais pas assez pour comprendre. Pourtant, quand Derek est revenu, son visage était différent, plus pâle, comme si quelqu'un lui avait soufflé un rappel qu'il avait essayé d'ignorer. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais la chambre d'amis, j'ai trouvé par hasard un dossier glissé sous un matelas. Des résultats d'analyse, des notes cliniques signées d'un laboratoire local et des mentions anonymes, non conformes, manque d'informations. Ce dossier ne portait pas le nom de Claire, mais il y avait assez d'indices pour qu'un lecteur avisé y voie une correspondance.
Même date, approximative, même médecin consulté, mêmes hôpitaux. J'aurais pu le remplir d'hypothèses, mais j'ai choisi de le déposer sur la table et d'attendre. Attendre quoi? Je ne le savais pas encore. Attendre que quelque chose se mette en place, que le puzzle montre une image plus nette. Le doute m'a rongé assez pour me rendre invisible à moi-même. Je souriais, je faisais la cuisine, je chantais parfois pour les enfants, mais à l'intérieur, il y avait une tension. Le gaslighting, ce nom m'est venu plus tard quand j'ai cherché une étiquette pour ce que je vivais, c'est cette capacité qu'ont certains à vous faire perdre pied en vous faisant croire que vous êtes la seule à remarquer une erreur. Derek avait ce talent-là. Il pouvait modifier la version des événements en 2 phrases, en rendant les doutes absurdes, en vous faisant presque demander pardon pour les avoir eus. Jennifer, de son côté, ne posait pas de questions. Elle transformait la douleur en sentiment acceptable, en trophée social. Alors, la confession. Elle n'est pas arrivée comme une histoire grandiose, pas comme un cri dans un salon plein de monde. Elle est venue un soir de pluie, quand la maison semblait tenir son souffle. Derek était assis dans la cuisine, une tasse de thé à la main, le regard fixé sur les gouttes qui couraient le long de la fenêtre. Les enfants dormaient. Jennifer était en voyage pour un week-end de travail. Je faisais la vaisselle parce que c'est souvent pendant les gestes mécaniques que les gens parlent sans filtre. 4 mots, prononcés sur le ton le plus banal du monde, ont tout bouleversé. « Naomi, viens, on doit parler », a-t-il dit. Je me suis arrêté, j'ai nettoyé la dernière assiette et je suis allé. Il n'y avait ni accusation, ni drame. Il y avait juste Derek et cette fatigue dans sa voix qui ressemble à une vérité prête à se répandre. Il m'a demandé de m'asseoir, puis il a fait quelque chose d'étrange. Il a pris un vieil album photo, l'ouvert sur une page où Claire souriait avec une main posée sur une tête d'enfant. Ses doigts tremblaient légèrement. « Tu as toujours été fiable », a-t-il commencé. « Tu étais là. J'ai besoin que quelqu'un entende ceci. » Je n'ai pas bougé. J'ai senti l'air se faire plus lourd. Je pensais que j'allais entendre un aveu simple, une phrase nette, mais Derek a choisi la lenteur, comme pour peser chaque mot. Il a raconté des choses de façon elliptique, parlant de soirs trop froids, de médicaments mal ajustés, de décisions prises à la hâte. Il a glissé des détails qui, isolés, paraissaient banals, mais réunis, formaient une direction troublante. Il n'a pas dit « je l'ai tué », il a dit « la version officielle n'est pas toute la vérité ». J'ai caché des éléments parce que je pensais protéger nos enfants, notre maison. J'ai omis des informations. Il avait une façon de dire « omis » qui semblait essayer de réduire la portée des mots. Il m'a regardé droit dans les yeux et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de faux semblants. « Je ne peux plus porter ça seul », a-t-il dit. « J'espère que tu comprends. » Ce fut un aveu qui pesait, non pas l'éclat d'une confession accusatrice, non pas un film policier où tout s'arrange en 2 minutes. C'était un aveu humain, avec ses hésitations, ses tentatives pour cadrer une responsabilité sans nom. Je l'ai écouté et ça a fait naître en moi une colère lente et nette. La colère d'avoir été complice malgré moi en me taisant. La colère d'avoir été placé dans une maison où l'histoire d'une personne pouvait être retouchée comme on retouche un tableau. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?» C'était la question évidente. Derek a fermé les yeux un instant, puis a murmuré « Rien pour l'instant, mais je devais que quelqu'un le sache, toi. » Et puis il a ajouté, comme pour rendre le tout plus supportable « Tu dois continuer à t'occuper des enfants, tu dois rester comme tu es. » Ce soir-là, je n'ai pas parlé. Je suis restée assise, le cœur battant comme si j'avais couru, et j'ai regardé l'album comme si j'y déchiffrais un scénario que je n'avais pas choisi. J'ai pris conscience d'une chose effrayante. Savoir quelque chose, c'est déjà être engagé. La vérité devient un combustible. Elle appelle une décision. À partir de ce moment, ma vie a pris une autre cadence. Je n'étais plus simplement une au pair qui préparait des goûters. J'étais une personne qui détenait une confession. Je pouvais l'ignorer, la porter seule ou la rendre publique. Chacune de ces options avait ses conséquences. Ignorer signifiait trahir mon propre sens du réel. Porter seule signifiait devenir fragile et isolée, risquer de devenir folle dans l'œil d'une famille experte en inversion de culpabilité. Rendre public signifiait entrer sur une scène où l'on ne contrôle pas l'écho. Je me suis mise à collecter ce que je pouvais, documents, dates, conversations.
Pas par désir de vengeance, comme certains l'ont supposé plus tard au premier souffle de rumeur, mais par prudence. Si la vérité se présentait sous une autre forme, je voulais pouvoir reconstruire la chronologie. J'ai demandé l'aide d'une amie de confiance, Maya, qui a accepté d'écouter sans juger et de garder les pièces du puzzle. Elle m'a prêté son regard extérieur, nécessaire pour ne pas me laisser engloutir par mes émotions. Ensemble, nous avons commencé à organiser, méthodiquement, ce que j'avais en main. Je vous le dis sans romantisme, être en possession d'un aveu m'a fait sentir puissante et vulnérable en même temps. Les deux états cohabitaient de manière inconfortable. J'ai commencé à observer les réactions des autres, la façon dont les voisins regardaient Derek, la façon dont Jennifer insistait pour garder la présentation parfaite, la manière dont les enfants continuaient de vivre leur enfance avec une normalité qui me fendait le cœur. Je voyais la façade se tenir droite et j'avais la certitude que la fissure était dessous, prête à s'élargir. Pourtant, il y avait une règle tacite que je m'étais imposée. Pas d'explosion gratuite, pas d'humiliation publique sans préparation. Si j'allais briser la version officielle, ce serait avec preuve et stratégie. La maison avait ses armes, l'apparence, l'histoire, la pitié. Je devais répondre avec autre chose, documents, témoins, cohérence. La révélation devait être une mise en lumière, pas une vengeance. C'est à ce moment que j'ai commencé à planifier. Je n'entendais pas faire justice moi-même, je n'ai jamais voulu jouer la vengeance physique ou l'attaque personnelle. Ce que je voulais, c'était que la vérité sorte de l'ombre et soit entendue. Je voulais que les enfants sachent un jour qu'on n'avait pas fabriqué leur histoire. Je voulais que pour moi, le mensonge cesse de me tenir en otage. Et c'est ainsi que j'ai commencé à préparer, à poser des actes discrets, photocopier des pages d'agenda, télécharger des emails, demander à Dr Martinez quelques explications générales qui pouvaient lier les dates, parler à Maya pour mettre sur papier les contradictions que j'avais observées tant d'hier en flammes. Tout cela semblait presque méthodique, froid peut-être, mais mon esprit avait besoin de clarté. Le courage, j'ai appris, n'est pas toujours une poussée de bravoure. Parfois, c'est un effort patient, une succession de petits gestes pour aligner la vérité avec la réalité. Il y avait une dernière chose qui me préoccupait, l'image publique de Derek. Ce n'était pas à cause de sa carrière ou de sa réputation sociale que j'étais inquiète, mais parce que la narration qu'il avait façonnée rendrait toute remise en question plus difficile. La communauté qui protège ses propres mythes est plus redoutable qu'un tribunal. Les gens préfèrent croire en un voile confortable que d'affronter l'horreur d'un récit brisé. J'avais vu cela à la baby shower, j'avais vu cela dans les regards bienveillants, une collectivité prête à couvrir plutôt qu'à sonder. C'est là que s'est imposée l'intuition de la scène publique, un endroit où les regards sont tous rivés, où un aveu, s'il est présenté avec rigueur, devient plus difficile à balayer d'un revers. Une fête, une réunion de famille, un moment où Derek se sentirait en confiance. J'ai imaginé l'effet d'une parole déposée au bon moment, l'impact d'un détail matériel placé sous les yeux d'une assemblée, non pas pour détruire, mais pour dévoiler. Mais tout cela n'était encore que l'ébauche d'un plan. J'avais besoin d'être plus sûr de ce que j'avais. La confession de Derek m'avait révélé une direction, pas une condamnation. Elle m'avait offert une porte, mais je devais vérifier la pièce avant d'ouvrir complètement. La logique disait vérifier, documenter, préparer les alliés. Le cœur disait couvrir les enfants, protéger ma santé mentale, décider ma route. Je me suis couché cette nuit-là avec le poids d'un secret et la détermination d'une personne qui sait qu'elle ne peut plus être complice du silence. Le silence n'était plus une option. Mais comment quitter un environnement où la vérité se confond avec l'affection? Comment faire quand les sourires des enfants vous arrêtent dans votre élan? Ces questions m'ont accompagné dans ma veille. Au petit matin, j'ai trouvé une lettre sur la table. Ce n'était pas pour moi. C'était une annonce de la fête du quartier, une simple invitation. Et pourtant, pour la première fois, j'ai vu dans ces invitations une scène possible, une lumière, des gens, un moment où la vérité pouvait respirer sans être immédiatement étouffée. J'ai rangé la lettre dans une poche, comme si je gardais une planche de salut. J'avais un aveu, j'avais des preuves éparses, j'avais des alliés qui ne savaient pas encore qu'ils l'étaient, et j'avais, surtout, la certitude que je ne pouvais pas rester immobile.
La suite se préparait déjà sous la surface. Je n'avais pas encore choisi le lieu, pas encore fixé la méthode. Je savais seulement que la prochaine étape exigerait une entrée alignée, réfléchie, digne, et que pour cela, il faudrait que je rassemble d'autres éléments, que je consulte une avocate, que je fasse en sorte que ce qui devait être dit soit entendu de façon claire et protégée. C'est à ce point précis que mon récit bifurque. J'ai l'aveu, j'ai la colère, mais je n'ai pas encore déployé la scène finale. J'ai commencé à tisser les fils de ce que j'allais faire, mais il restait des pièces à trouver, des personnes à convaincre et des risques à mesurer. Le temps, dans cette maison, n'était plus mon ami. Il travaillait avec la façade, avec les habitudes, avec l'usure du mensonge. Je me suis donc lancé dans la collecte, décision qui allait déterminer le reste. J'ai fait 2 choses ce matin-là. Appeler Maya pour lui demander de venir, sans détail, juste un « j'ai besoin de toi », et écrire une liste, froide et précise, de ce que je possédais et de ce qui manquait. Cette liste allait devenir mon guide. Elle commençait par 3 items essentiels: date de la mort, documents médicaux disponibles, témoins possibles. Tout le reste, je l'ai rangé en dessous. Simple, prosaïque, mais nécessaire. Quand Maya est arrivée, elle a pris la feuille, l'a lue, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Tu veux vraiment faire cela ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas eu à répondre. Le silence a suffi. Et c'est ici, à ce carrefour, que je vous laisse pour l'instant. J'ai l'aveu, j'ai la détermination, j'ai commencé à rassembler ce qui pourrait renverser un récit. Mais il me reste à faire ce qui transformera une confidence en lumière. Trouver les preuves qui convaincront, choisir le lieu, préparer l'entrée, protéger les enfants et surtout décider comment dire la vérité sans la laisser se perdre dans le vacarme. La prochaine étape, la vraie épreuve, commencera quand je franchirai cette ligne. Je sens déjà l'électricité du moment à venir, et la peur aussi. Mais pour la première fois depuis longtemps, la peur est accompagnée d'un choix que je ne pourrai plus inverser. Si vous voulez savoir jusqu'où j'étais prêt à aller pour que la vérité cesse d'être un fardeau muet, abonnez-vous, restez avec moi, la suite vaut le silence que j'ai rompu. Maya est restée assise à la table pendant que je lui expliquais, avec la froideur d'une comptable, la liste que j'avais préparée. Elle a posé sa tasse, a soufflé et m'a demandé: « Tu veux vraiment mettre tout ça devant tout le monde ?» J'ai senti dans sa voix la peur, mais aussi le respect. Elle connaissait ma colère, elle connaissait ma fatigue. Elle savait que je n'étais pas du genre à prendre des décisions irréfléchies. Nous avons commencé par les preuves les plus simples, celles qui ne parlent pas, mais qui gênent. Une photocopie de l'agenda où figurait la note « Modifier la version », l'enveloppe retrouvée par Lena contenant des brochures médicales, le dossier glissé sous le matelas, des extraits de conversations que j'avais notés, pas des enregistrements clandestins, mais des phrases, des dates, des lieux. La prochaine étape, la vraie épreuve, commencera quand je franchirai cette ligne. Je sens déjà l'électricité du moment à venir, et la peur aussi. Mais pour la première fois depuis longtemps, la peur est accompagnée d'un choix que je ne pourrai plus inverser. Si vous voulez savoir jusqu'où j'étais prêt à aller pour que la vérité cesse d'être un fardeau muet, abonnez-vous, restez avec moi, la suite vaut le silence que j'ai rompu. Maya est restée assise à la table pendant que je lui expliquais, avec la froideur d'une comptable, la liste que j'avais préparée. Elle a posé sa tasse, a soufflé et m'a demandé: « Tu veux vraiment mettre tout ça devant tout le monde ?» J'ai senti dans sa voix la peur, mais aussi le respect. Elle connaissait ma colère, elle connaissait ma fatigue. Elle savait que je n'étais pas du genre à prendre des décisions irréfléchies. Nous avons commencé par les preuves les plus simples, celles qui ne parlent pas, mais qui gênent. Une photocopie de l'agenda où figurait la note « Modifier la version », l'enveloppe retrouvée par Lena contenant des brochures médicales, le dossier glissé sous le matelas, des extraits de conversations que j'avais notés. Pas des enregistrements clandestins, mais des phrases, des dates, des lieux. Nous avons aussi dressé une liste de témoins. Dr Martinez, qui avait été intrigué par des incohérences dans les dossiers. Une ancienne voisine, qui se souvenait d'une ambulance. Et une infirmière que j'avais contactée, qui accepta de parler de façon anonyme de quelques anomalies administratives qu'elle avait observées à l'époque.
Nous avons aussi pris en compte les risques. Si je me trompais, si les pièces étaient interprétées différemment, la communauté verrait un jeune au père semer le trouble dans une famille aimée. J'avais besoin d'une stratégie qui protège d'abord les enfants. Lena et Marcus étaient le centre de cette histoire, pas comme bagage émotionnel, mais comme personnes qui méritaient une version claire de leur histoire. Maya et moi avons convenu d'une règle, n'entrer en scène publiquement que si nous pouvions montrer la cohérence entre l'aveu et les éléments concrets. Pas de théâtre, pas d'explosion émotionnelle sans fond. La première étape a été de rencontrer une avocate. Patricia a accepté de me voir après que Maya lui eut parlé. J'avais peur d'appeler un avocat. Il y a quelque chose d'adulte, d'irréversible dans le fait de mettre des mots juridiques sur une douleur. Mais j'étais fatigué de la peur. Patricia a écouté sans interrompre, a posé des questions précises et ensuite elle a dit une phrase qui a été comme un socle. Vous avez le droit d'exiger la vérité. Vous avez aussi le devoir de protéger les enfants. Nous allons faire les deux. Elle a expliqué les démarches possibles, demander des copies de dossiers, envoyer des requêtes formelles, chercher des témoins médicaux et surtout comment présenter les éléments au public sans provoquer une accusation publique d'un acte criminel sans fondement judiciaire. Sa façon de mettre des garde-fous m'a rassuré. Ce n'était pas une victoire, c'était un plan. Pendant ces semaines de préparation, je suis devenue experte en petits gestes de résistance quotidienne. Je prenais des notes sous des serviettes, je photographiais des pages qui semblaient disparaître, je me fabriquais des copies de tout ce qui me passait sous la main. Je parlais souvent à Lena et Marcus de choses qui n'effrayaient pas, des histoires de pirates, d'animaux, de bricolage, parce que je voulais que l'enfance reste douce. Et, en secret, j'ai appris à poser des questions sans paniquer, à écouter les silences et à noter leur tonalité. Il y a eu des moments où tout cela m'a paru ridicule. Je faisais la lessive d'une famille qui pour certains semblait intouchable. On m'a offert du vin après le dîner, on m'a demandé de rester pour un film, on m'a donné des instructions sur la façon de placer les enfants au lit. Les gestes anodins masquaient la stratégie. Et pourtant, parfois, l'illusion craquait. Jennifer, par exemple, a eu un moment où elle m'a regardé d'une manière que je n'avais pas vue avant, comme si elle cherchait ma permission silencieuse. Une fois, alors que nous remplissions des cartons pour un vide-maison, elle a murmuré « Tu sais des choses, n'est-ce pas ?» J'ai répondu par une banalité, parce que je ne voulais pas qu'elle soit sur la défensive. Elle est partie avec un sourire qui disait plus que ses mots. Le choix du lieu pour la révélation a occupé beaucoup de nos conversations. Je voulais un endroit où les gens seraient présents, mais où on ne pourrait pas tout contrôler. Un lieu public, mais pas hostile. Un endroit où l'artifice social serait mis à l'épreuve par l'évidence. Au début, j'ai pensé à la fête du quartier où Derek était toujours à l'aise, perché sous les projecteurs d'une image bien construite. Puis Maya a suggéré une autre idée, plus fine, la réunion annuelle de soutien scolaire où Derek devait prononcer un discours en tant que mécène. C'était une scène où il se sentait en contrôle, où les regards lui étaient acquis. Si la vérité devait le toucher, serait-ce là qu'elle ferait le plus d'effet? Nous avons choisi la réunion scolaire. Le timing était parfait. Derek devait y parler de la fondation en mémoire de Claire et beaucoup d'amis et de voisins seraient présents. J'ai imaginé la situation 1 million de fois. Les visages, les applaudissements, l'expression de Derek quand la cohérence de son récit se fissurerait. Mais l'imagination n'est pas la réalité. La réalité a la lourdeur du quart, des imprévus, des regards d'enfant. Patricia a préparé une lettre que j'avais l'intention de lire. Elle était courte, claire et respectueuse. Elle commençait par un rappel que la vérité, quand elle concerne des vies, n'appartient à personne qui voudrait la retoucher. Ensuite, elle rendait compte des éléments que j'apportais. L'aveu que Derek m'avait fait, les documents que j'avais réunis et la demande d'une réouverture administrative des dossiers. Le ton était volontairement légal pour éviter toute accusation gratuite. Enfin, la lettre proposait une rencontre formelle pour que les familles puissent connaître la vérité de façon structurée, hors du tumulte du salon ou des réseaux sociaux. Mais même avec tout cela, j'avais besoin que l'instant ait une charge symbolique, dont la forme devait être digne sans être une humiliation. Je voulais qu'on voie la différence entre la vérité et la manipulation, non pas pour punir, mais pour libérer. Maya a eu l'idée d'entrer avec Lena et Marcus. Les enfants seraient présents, non pas exposés, mais comme témoins vivants d'une version à laquelle ils auraient droit. Ils porteraient de petites fleurs dans des sachets, un geste simple, humain, qui montrerait que la vie continue, mais qu'elle mérite la clarté.
Les jours qui ont précédé la réunion ont été un mélange d'angoisse et de petites victoires. J'ai réussi à obtenir copie de certaines pages du dossier grâce à une requête formelle. J'ai rencontré le docteur Martinez pour qu'elle confirme quelques dates et observations sans entrer dans des détails cliniques protégés. J'ai rencontré l'infirmière qui a accepté de fournir un témoignage anonyme sur des anomalies administratives. Chaque élément ajoutait une cohérence, une petite brique qui rendait l'édifice moins fragile. La veille de la réunion, je n'ai presque pas dormi. J'ai mis ma robe. Pas une robe de drame, mais quelque chose de simple et propre, une robe qui dirait « dignité ». J'ai choisi des chaussures confortables parce que je savais qu'il fallait pouvoir tenir debout, marcher, se déplacer. Maya est arrivée tôt le matin, les bras chargés de sachets de fleurs, et Lena et Marcus ont ri en attendant que nous sortions. Ils avaient l'air de deux enfants prêts pour une promenade, inconscients de l'ouragan imminent. Quand nous sommes arrivés, la salle était déjà installée. Chaises en rang, fleurs sur les tables, un pupitre derrière lequel Derek devait prendre la parole. Il était à la table des organisateurs, souriant, l'air impeccable. Les voisins l'applaudissaient avant même qu'il commence. J'ai senti la pression dans ma poitrine s'intensifier, un mélange de vertige et de clarté. Mes mains ne tremblaient pas, j'avais appris dans ces mois à transformer la peur en précision. Patricia m'avait conseillé de ne pas interrompre Derek au milieu de son discours. « Laisse-le parler », m'avait-elle dit. « Le public lui donnera du crédit, et c'est quand il sera le plus à l'aise que tu présenteras l'information. » C'était une stratégie délicate, donner l'illusion qu'on n'attaque pas, puis déposer la preuve sur une table commune. Une manière de rendre l'évidence visible, sans dramatisation. Derek a commencé à parler de la fondation. Sa voix était ronde, bien placée, pleine de la compassion que la communauté lui avait apprise à exprimer. Les applaudissements ponctuaient ses phrases. À un moment, il a mentionné Claire, la photographiant en quelques mots idéalisés, comme on replace une peinture sur un mur. Son regard a croisé le mien et j'ai vu quelque chose d'étrange, un sursaut, une hésitation minuscule. Peut-être m'a-t-il reconnu, là, au fond de la salle. Peut-être a-t-il pensé que je n'oserais pas. Le monde est souvent fait de ces micro-décisions. Quand il a fini, il y a eu des applaudissements. Puis Patricia est venue à mes côtés. Nous avons attendu que les conversations se calment. J'avais ma lettre en main. J'ai respiré comme si je prenais une grande inspiration avant de plonger. Tout à coup, les bruits du monde se sont réduits à une acuité. Le froissement du papier, le tic d'une horloge, le souffle d'un enfant. Je me suis levé, j'ai marché vers le pupitre et je me suis adressé à la salle d'une voix qui voulait rester ferme et calme. Je m'appelle Naomi. Les mots ont résonné. Parce que j'avais préparé mon texte, je n'ai pas tremblé. J'ai expliqué que j'étais au père dans cette maison depuis 2 ans, que j'avais une responsabilité envers les enfants et envers la vérité. J'ai lu la lettre préparée par Patricia, sans larmes, sans hystérie. J'ai lu l'extrait du passage où Derek m'avait confié qu'il avait omis des informations concernant la mort de Claire. Et j'ai énoncé les éléments concrets que nous avions, copies de documents, notes, témoignages. J'ai terminé en demandant que les dossiers administratifs soient réexaminés, à la fois pour la transparence et pour la paix des enfants. Je me rappelle l'effet de ces phrases sur la salle. D'abord un choc, puis des murmures, puis des regards qui cherchaient d'autres regards. Derek est resté assis un instant, le visage blême. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère parlant de ses propres biens. Il n'a pas pleuré. Il a levé la main comme pour dire « Attendez », et les gens se sont tus. Une main s'est levée, c'était Jennifer. Elle a pris la parole, luttant pour garder sa voix stable. « Naomi, a-t-elle commencé, je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez exclue. » Ces mots ont sonné comme une tentative d'apaisement, mais ils ne contenaient pas d'arguments contre mes preuves. Quelques voisins sont venus murmurer que nous devrions laisser Derek répondre. D'autres, visiblement affectés, ont demandé plus d'informations. La salle était divisée. Ce que j'avais imaginé en secret s'était produit. Le théâtre de la réputation s'est confronté à la froideur d'archives et de dates. Derek a finalement pris la parole. Sa voix était faible, moins assurée que lorsqu'il parlait de la fondation. Il a reconnu qu'il avait parlé avec moi en privé et qu'il avait exprimé des regrets pour des omissions, sans en préciser la nature. Il a dit qu'il comprenait que des questions méritaient des réponses et qu'il soutiendrait toute démarche qui viserait à éclaircir les faits. Il a dit aussi plus bas « Je ne voulais pas protéger ma réputation, je voulais protéger les enfants ». C'était une phrase lourde de contradictions. Le public aperçut l'ambiguïté.
Quel poids avait-il placé entre la protection et la vérité? Ce soir-là, une partie de la communauté a commencé à poser des questions. D'autres ont pris mes propos pour de la trahison. Mais quelque chose d'essentiel s'est produit. La conversation a quitté la sphère privée et s'installé dans la lumière. Des parents ont demandé à ce que les dossiers soient partagés de manière transparente avec une commission locale. Un bénévole a proposé d'aider à recenser les éléments. Les réseaux sociaux ont commencé à en parler, prudemment au début, puis plus vivement. Le vacarme est arrivé, inévitable, mais il a aussi permis à des voix que personne n'entendait de s'exprimer. Après la réunion, Derek est venu vers moi, le visage fermé. « Tu n'aurais pas dû faire ça maintenant », a-t-il dit, d'une voix qui cherchait la colère. Mais sa colère était vide d'arguments précis. Je lui ai répondu ce que j'avais prévu. Je l'ai fait pour les enfants et pour la vérité. Ce n'était pas une attaque personnelle. Il a secoué la tête et est parti. Sa fuite n'était pas spectaculaire, elle était juste le signe d'un homme qui avait compris que la façade qu'il avait construite pouvait être examinée à la lumière. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. Certains amis de la famille m'ont contacté pour me soutenir, étonnés. D'autres m'ont envoyé des messages de reproches. Il y a eu des appels anonymes. Des voisins m'ont regardé différemment au marché. Des journalistes locaux ont commencé à demander des entretiens. Patricia nous a conseillé la prudence, répondre aux demandes factuelles, refuser les rumeurs, concentrer la communication sur la démarche administrative. Nous avons choisi la transparence contrôlée, fournir des éléments vérifiables, ne pas jouer sur le sensationnalisme. Ce qui m'a frappé dans tout ce tumulte, c'est la réaction des enfants. Léna et Marcus ne comprenaient pas l'ampleur de ce qui se jouait, mais ils percevaient une tension dans les gestes des adultes. Je les ai protégés comme on soigne une blessure, mots simples, routine, confidence adaptée. J'ai emmené Léna à la bibliothèque pour choisir des livres, j'ai peint des avions en papier avec Marcus. Beaucoup m'ont dit plus tard que ces gestes avaient sauvé la normalité. Moi, j'ai compris que la vérité n'est pas une arme qu'on brandit sans tenir compte de ceux qui reçoivent la déflagration. Quant à Derek, il a d'abord cherché à normaliser la situation en invitant à une réunion privée. Il a proposé de gérer les choses en famille. Nous avons refusé. En famille voulait dire à nouveau imposer le récit. Nous avons choisi la transparence. Patricia a déposé une requête formelle pour obtenir l'accès à certains dossiers administratifs relatifs au dossier de Claire. La requête a été reçue par le service concerné qui a ouvert un dossier administratif. Ce n'était pas un procès, c'était le premier geste d'une institution pour vérifier des éléments. Il est important ici de noter, l'ouverture d'un dossier administratif n'équivaut pas à une accusation pénale. Nous avons pris soin, toujours, de ne pas formuler d'accusation publique sans fondement. Ce que j'avais fait, ce que nous avions fait, c'était d'exiger que la vérité administrative corresponde à la mémoire d'une famille. C'était une démarche pour la transparence, pour la dignité des enfants, pour leur droit à une histoire claire. Au fil des semaines, d'autres personnes sont venues parler. Une ancienne stagiaire de l'hôpital nous a raconté des pratiques administratives qui pouvaient conduire à des omissions de dossiers. Un témoin a rappelé une ambulance intervenue il y a des années. Ces éléments n'ont pas constitué une condamnation, mais ils ont permis au registre administratif de prendre forme, de voir des zones grises qui méritaient une enquête. Pour moi, c'était la preuve que la parole publique peut pousser des institutions à regarder ce qu'elles auraient peut-être laissé dans l'ombre. Mais les conséquences sociales ont été réelles. Derek a perdu des soutiens. Il a été invité à se retirer de certains comités. Certains voisins ont cessé d'être proches. D'autres ont pris la parole pour dire qu'il leur avait toujours semblé sincère. Jennifer, quant à elle, a été profondément affectée. Je ne peux pas dire qu'elle était complice au sens pénal du terme. Je peux dire qu'elle a participé à une mise en scène, volontairement ou non, et que la découverte de la vérité l'a blessée aussi. Dans des conversations que j'ai eues plus tard, elle a exprimé sa surprise et sa douleur. Les gens ne sont pas que des rôles. Pour moi, la reconstruction n'a pas été instantanée. Les premiers mois ont été un travail de reconfiguration. J'ai quitté la maison, il n'y avait pas d'autre option viable. Rester aurait signifié être le témoin permanent d'une vérité en chantier. J'ai trouvé un petit appartement, une chambre claire, un voisin qui avait un chat. J'ai gardé le lien avec les enfants. Les visites n'étaient pas simples au début. Elles l'étaient moins encore parce qu'elles étaient surveillées et chargées d'émotions. Mais j'ai continué à être une présence stable pour eux quand j'étais autorisé à l'être.
Et j'ai aussi commencé une thérapie, parce que parler de la colère à voix haute avec un professionnel m'a aidé à sortir de la logique de riposte et à me replacer dans une logique de reconstruction. Professionnellement, j'ai repris mes recherches d'emploi. Je me suis lié à une association locale qui aide les personnes confrontées à des récits familiaux conflictuels. Mon expérience, douloureuse, avait un sens. Accompagner d'autres jeunes femmes qui, comme moi, se sentent prises entre loyauté et vérité. J'ai commencé à donner des ateliers informels sur la façon de documenter des situations suspectes, sur la manière d'aborder des conversations difficiles avec des proches, sur les ressources légales à mobiliser. Ce travail était loin d'être de la revanche, c'était du partage d'outils pour que d'autres ne se laissent pas enfermer dans le silence. Il y a eu aussi des moments de grâce inattendus. Des voisins qui m'avaient d'abord jugé ont ensuite apporté des témoignages, des fleurs, des repas. Des amis de Maya m'ont proposé des chambres à louer à court terme. Les enfants, avec le temps, ont trouvé dans d'autres adultes des figures d'attachement stables. Derek, lui, a demandé des rendez-vous pour parler, parfois en pleurant, parfois en cherchant à se justifier. Je les ai reçus au début, puis j'ai limité nos interactions. Ce n'était pas une question de haine, c'était une question de protection. Je n'étais pas sa confidente quand il cherchait à alléger son fardeau sans en assumer la portée. 1 an après la réunion, la commission administrative a rendu ses premières constatations. Des procédures maladroites, des lacunes documentaires, des décisions humaines prises dans la précipitation. La commission a recommandé une réévaluation de certains dossiers et une amélioration des pratiques. Il n'y a pas eu de décision pénale publique suivie d'une condamnation. Ce n'était pas un film, c'était une responsabilité institutionnelle qui reconnaissait des zones d'ombre. Pour moi, c'était une victoire mesurée, la reconnaissance que la vérité administrative méritait d'être alignée sur la mémoire et que l'omission n'était pas un acte bénin. Ce bilan ne m'a pas rendu moins fatigable. J'ai pleuré, souvent. J'ai pleuré pour Claire, pour le fait que la vie de quelqu'un puisse être instrumentalisée. J'ai pleuré pour les enfants, qui perdent parfois plus que les adultes dans ces histoires. J'ai pleuré pour moi, parce que j'avais perdu une part d'innocence. Mais j'ai aussi trouvé des forces que je n'imaginais pas. Je me suis surprise à parler devant des groupes, à expliquer sans haine, à transformer la rage en projet. La colère s'est muée en détermination constructive. Aujourd'hui, je ne suis plus la Naomi qui arrivait avec une valise et des rêves timides. Je suis une femme qui a appris à poser des limites. J'ai choisi de raconter cette histoire non pour blesser, mais pour souligner ceci. Certaines vérités ne peuvent rester silencieuses sans blesser d'autres vies. Dire n'est pas toujours dénoncer. Parfois dire, c'est réparer. Je veux finir par ce passage qui revient souvent dans mes pensées. Je n'ai pas cherché à détruire une réputation. J'ai voulu que des enfants aient accès à une histoire honnête. J'ai voulu que des institutions reconnaissent qu'un dossier n'est pas un accessoire, mais l'empreinte d'une vie. Si Derek m'a avoué la vérité, c'est que, en fin de compte, porter seul un secret trop lourd finit par saper la posture la plus héroïque. Le secret se fissure. Et quand il se fissure, il appartient à ceux qui en souffrent de décider de la suite. À toutes celles et ceux qui entendent cette histoire et qui sentent qu'un silence pèse sur leur conscience, documentez ce que vous pouvez. Cherchez des alliés, protégez les plus vulnérables et n'oubliez pas qu'il y a des ressources pour vous accompagner. Vous n'êtes pas obligé de porter la vérité seul. Il existe des personnes, des avocats, des associations prêtes à écouter et à aider à rendre la mémoire claire. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si vous êtes dans une situation similaire, consultez des ressources d'accompagnement. Vous trouverez des liens utiles dans la description. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, la vérité a parfois besoin d'une voix pour retrouver sa place.